Bonjour Olivier, Bonjour Nicolas. j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te recevoir sur Comptoir IA. Et moi je suis ravi d'être là avec toi. Trop bien. Alors, Olivier Martinez. Donc, Olivier, toi, tu as travaillé longtemps chez 01net, télécharger.com, en tant que product manager pour Altis. Aujourd'hui, tu as ta société de conseil dans l'IA. On a déjà échangé. C'est Christopher Siminelli de Orso Media qui nous a présenté. Donc, merci à lui. On lui passe le bonjour. Et donc, je suis vraiment super content de te recevoir et je pense qu'on va avoir un épisode super intéressant, surtout qu'il y a, comme d'habitude, beaucoup d'actualités sur le sujet. Ah ouais, ouais, bah moi aussi je suis ravi d'être là et merci beaucoup pour l'invitation et merci à Chris que je connais depuis tant d'années puisqu'on a travaillé ensemble chez Altis Media avant de partir chacun de notre côté, lui pour monter Orso et moi pour recommencer des études pendant 2 ans où j'ai fait effectivement un mémoire sur l'automatisation de la production de contenu par l'IA. Et tout ça Donc, avant que la un tempête GPT mémoire arrive. sur l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, avant, donc tu as t'as senti les choses venir, mais là, en tout cas, tu es maintenant sur la vague. Écoute, c'était surtout que ça répondait à un besoin, enfin quelque chose voilà que ça faisait longtemps, ça trottait dans ma tête quand j'étais surtout sur télécharger et même un peu sur 01. Tu sais, quand tu as beaucoup de fiches produits, de fiches logicielles et cetera et que tu veux construire du contenu autour, utiliser des humains, c'est bien, mais au bout d'un moment, les humains, ils en ont un peu marre parce que tu vois, c'est pas du contenu super qualitatif et voilà, c'est très aliénant, en fait, de faire ce genre de contenu. Et donc, j'ai toujours un peu réfléchi en train de me dire, il faudrait que je trouve une solution. Et bon, quand je suis parti d'Altis Media, ça m'est sauté un peu aux yeux de bosser là-dessus. Tu vois, comme Hmm. j'avais du temps, du coup. Et donc, voilà. Et c'était il y a plus de 2 ans, presque 2 ans et demi maintenant. Et Hmm. ouais, j'ai commencé tout de suite à bosser avec l'IA, avec les GPT-3 à l'époque, voilà, les premières clés bêta, etc. Voilà. Donc, et déjà à ce moment-là, tu as vraiment senti le potentiel, notamment sur de la rédaction de fiches produits, des reviews que tu pouvais faire sur GPT-3, tu as vu qu'il se passait quelque chose. Alors, pour pas te mentir, au début, non. Au début, ça a été vraiment compliqué. C'était même GPT-3, hein. Bon, alors j'ai pas utilisé GPT-2. On a dit que du mal. Mais GPT-3, même au début, c'était assez compliqué. C'était pas encore, c'était pas user-friendly déjà. Et puis il y avait pas cette petite chose qui est arrivée au fur et à mesure et qu'on connaît nous, en tout cas, depuis 1 an et que le grand public connaît depuis la sortie de ChatGPT, en fait, Hmm. hein, depuis novembre-décembre, qui a un peu cette folie, c'est un peu ce truc bluffant qui fait que tu vois une phrase apparaître et tu te dis ah. C'est un de mes semblables qui a dû l'écrire. Mais en fait, non. Mais voilà, non, au début, c'était un peu compliqué. Tu nous parles d'interface et d'anthropomorphisme, alors là. Ouais, voilà, ouais, totalement. C'est exactement ça. C'était compliqué de faire du contenu qui sonnait réellement humain. Et après, j'ai utilisé Jasper. Alors ça, c'était après l'été 2021, je crois, quand Jasper est sorti de sa version bêta, etc. Et là, j'étais un peu plus buffé, en fait. Même si c'était à base de GPT-3, etc., il y avait vraiment une interface, tu vois, côté produit par-dessus qui était vraiment formidable. Enfin, tu vois, pour l'époque, en tout cas, avec, tu pouvais faire des fiches produits, tu pouvais faire des pubs, enfin voilà, tu avais tout un travail marketing derrière, un travail de product management qui manquait, tu vois, du côté d'OpenAI. Et qui était d'ailleurs pas fait pour ça, hein, Hmm. OpenAI à l'époque, pas du tout, ils n'en parlaient pas, etc. Donc voilà. Mais oui, à ce moment-là, c'est à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, tu vois, c'était vers septembre, octobre 2021, je pense, où je me suis dit, il y a vraiment un truc qui explose. D'accord. Donc une révolution qu'on identifie qui vient du transformer à la base, mais ensuite après donc les modèles GPT sur lesquels il y a une évolution, une meilleure qualité. Donc septembre 2021, il se passe quelque chose. Et ensuite une accessibilité toute fin novembre, début décembre 2022, avant donc cette explosion ChatGPT, quoi.
Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2022, alors j'aime pas employer l'expression moment iPhone, etc., parce que je pense que ça n'a pas du tout la même valeur et c'est pas du tout sur les mêmes, ça joue pas du tout sur les mêmes ressorts. Mais il À se part le passe fait quelque chose. on est on est sur du produit quand même, d'une Oui, on est certaine sur du manière. produit, mais il n'y a pas de device. Tu vois, il y a pas, Mhm. je suis pas Steve Jobs, il n'y a pas un Steve Jobs qui arrive sur scène et qui fait This is an iPhone. Voilà. C'est vrai. Tu vois, we call it iPhone. Non, tu as un truc qui arrive. C'est plus pour moi un moment Google. C'est-à-dire que c'est Ok. 98-99. Tu arrives sur un site, tu as un champ, et tu tapes quelque chose dans le champ et tu as quelque chose qui revient, qui te revient. Alors à l'époque, Google, c'était du search et ça changeait complètement la notion de moteur de recherche qu'il y avait à l'époque et d'annuaire. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait un peu de moteur de recherche, mais c'était beaucoup des annuaires. Et là, tu avais quelque chose avec le PageRank, avec, voilà, avec tout ça, avec les liens qui partaient dans tous les sens et tout. C'était formidable, hein, Google. C'était, les gens qui n'ont pas vécu cette époque-là, en fait, voilà, il faut être un peu vieux comme moi pour l'avoir vécu. Comme moi aussi. Voilà, non, mais voilà, faut avoir ce vécu-là pour comprendre que, en fait, tu avais vraiment une révolution d'avoir ce petit champ, une page où tu rien, juste ce petit champ, etc. Et j'ai un peu vécu la même chose avec ChatGPT, avec en plus le truc de, comme j'avais vu un peu les choses venir grâce à ces 1 an et demi que j'avais fait sur le mémoire, etc., je me suis pas rendu compte tout de suite, en tout cas, des usages qu'allaient en faire les gens de ChatGPT. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai utilisé ChatGPT les premiers jours, comme je faisais avec GPT-3, enfin, tu vois, dans le playground. Je lui faisais faire, je sais pas moi, des résumés, je lui faisais faire des plans, etc. Mais je l'utilisais pas comme un substitut au search. Ouais. Et j'ai vu les gens le faire devant moi, les gens qui n'étaient pas accoutumés à ce genre tu vois, qui n'avaient jamais fait un peu de GPT, etc. Je les ai vus faire ça devant moi. Et la majorité des gens faisaient ça. Et j'ai compris que là, il se passait aussi quelque chose parce que dans l'esprit des gens, et pas dans l'esprit d'OpenAI sur le moment, mais dans l'esprit des gens, ça remplaçait le search, avec tous les Mais problèmes que ça posait. ça, c'est marrant, c'est que en fait, là, on ne sait pas vraiment exactement où ça va aller. Donc, il y a ce remplacement du search. Je crois que même OpenAI n'anticipait pas cette fonctionnalité complètement. Il y a ce remplacement du search. On parle aujourd'hui d'un moteur de raisonnement, et ça, je trouve ça assez intéressant dans l'approche, dans les allers-retours et dans le processus conversationnel qu'on peut avoir. Mais on parle aussi, on parlait aussi, Olivier, des plugins qui peuvent être une extension pour aller dans le monde réel et faire des actions avec des sites e-commerce, par exemple. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que le gros problème de ChatGPT au début, quand il était pris comme search, c'est qu'il avait aucune prise sur le réel, en fait. C'est-à-dire que sa base d'entraînement s'arrêtait 1 an avant, en gros. Tout ce qui s'était passé depuis 1 an, bah, il savait pas. Donc, bon, il inventait, donc on dit qu'il hallucinait, mais en fait, c'est des hallucinations. C'est pour se rassurer, en fait, nous, hein, qu'on dit hallucination. Parce qu'en fait, lui, il sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il vit dans une autre dimension, hein. Il est pas, il a pas de prise sur le réel. Donc pour lui, c'est ni vrai ni faux. Euh, et du coup, c'était vraiment un réel problème, même de société. C'est-à-dire que tu as vu des gens en parler, des philosophes, des gens qui disent ah, les sources sont mortes. Caspar Koenig, par exemple, il en parle beaucoup dans ses chroniques. Les sources sont mortes, etc. J'ai envie de dire juste parce que ChatGPT n'était pas connecté à Internet. C'était juste ça, quand même. Et ChatGPT ne résume pas toute l'IA, ne résume pas l'IA générative, ne résume. Enfin voilà, c'est un outil en lui-même, ChatGPT, qui vraiment a révolutionné l'approche et le regard qu'ont les gens, qu'a le grand public sur ce type de technologie. Et voilà. Mais en fait, ça ne résume pas ce que c'est que l'IA. Et le fait de le connecter à Internet, alors soit par l'intermédiaire de Bing dans Edge par Microsoft, ou soit par l'intermédiaire de plugins, ça le rend, bah voilà, ça rend d'autant plus l'usage qui en était fait et détourné dès le début par le grand public à un usage premier de cet outil, qui n'était a priori pas fait pour ça, d'après ce que, oui, d'après ce que je sais chez OpenAI, toutes les interviews qu'ils ont données, etc., l'équipe produit en a parlé, etc., ils ont été complètement dépassés par non seulement l'ampleur que ça a pris, c'est-à-dire le boom que ça a été au moment de la sortie, mais en plus les utilisations, l'usage qu'ils n'avaient pas anticipé. Mais cet usage-là, de toute façon, puisque la majorité des gens
le faisaient, c'est qu'ils avaient raison. Enfin, là, voilà, j'ai envie de dire, le peuple a raison. Et voilà, ils l'utilisent comme ça. Ça veut dire que cet usage qui était un peu détourné de l'outil, bah, c'est son usage premier, en fait, pour les gens. Oui, et de toute façon, c'est ce que dit Sam Altman, c'était l'idée de sortir cet outil aussi du laboratoire, sortir du laboratoire pour donc voir ce que les gens voulaient en faire et qu'ils puissent se l'approprier. Ouais, totalement. Et c'est une démarche produit qui est un peu particulière, mais qui au final, ça fait exploser les codes de tout le monde, hein. Ah ouais, ça, on est bien d'accord, ça fait exploser les codes des GAFAM aussi, de toute la Silicon Valley, des Google, Amazon, Meta, euh, tout le monde est complètement bouleversé par ça. Euh, Yann Lequin parlait d'une voie de garage de l'AI pour ses modèles génératifs au début, donc à peu près au mois de janvier. Euh, et qu'est-ce que tu penses de ces remarques de Yann Lequin? Et deuxième chose, Olivier, nous, on s'est vu avant, et on a parlé de faire cet épisode, j'ai vérifié, on s'est vu le 7 mars à Paris, et il faut voir que, bah, en fait, GPT-4, c'est arrivé le 14 mars. Donc en fait, quand on s'est vu, c'était pas encore sorti. Donc, qu'est-ce que tu penses un petit peu des bouleversements des GAFAM? Et ensuite, qu'est-ce que tu penses et comment tu as senti le passage de GPT 3.5 à GPT-4, qui pour moi a été quand même incroyable et d'ailleurs qui n'est pas complètement fini parce que les fonctionnalités, notamment multimodales de GPT-4, on les a pas vues. Ouais, alors il y a plusieurs choses. Bon, déjà sur Yann Lequin. Sur Yann Lequin, en fait, je suis assez d'accord avec lui. Euh, Même si, alors modestement, hein, je suis pas un chercheur et je n'ai pas fait tout ce qu'il a fait. Je Tu suis as fait une loin de tout thèse. ça. Ouais. Non, non, j'ai fait un petit mémoire. Euh, non, non, mais voilà, faut rester, voilà, il faut rester humble là-dessus. J'ai pas tout le parcours d'Yann Lequin ni de tous ces chercheurs-là. Tout ce que je comprends, en tout cas, ce que je sais on va dire des LLM, des grands modèles de langage, c'est qu'ils sont, en tout cas, sont des modèles probabilistes et statistiques. À la base. Et à la base, c'est ça. Et je crois que Yann Lequin, quand il exprime cette idée de c'est une impasse, en tout cas, on n'ira pas, sous-entendu, on n'ira pas vers l'AGI ou à l'ASI grâce à ça. Je pense que c'est à ça qu'il pense. Il y a beaucoup de pense dans ma phrase. Voilà, je pense qu'il a ça en tête et que c'est pas le seul. Et j'ai un peu le même point de vue, c'est-à-dire que on pourra toujours faire des modèles de plus en plus efficaces. GPT-4, c'est une révolution par rapport à 3.5, hein, et par rapport à 3, il y a vraiment un monde. Il y a un monde, on s'en rend compte qu'on a vraiment vécu depuis le début, enfin voilà, depuis 2-3 ans, quand tu suis les modèles, et je me dis que voilà, tous les gens qui travaillent dans l'IA depuis 5-10 ans, effectivement, dans les labos, ils ont vu le truc arriver, etc. Mais quand tu vois l'évolution, ça doit être spectaculaire. Ils doivent se dire oh là 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 là, voilà, c'est vraiment un truc qui prend. Mais je me dis que tant que ça restera probabiliste et statistique, les modèles autorégressifs qu'on appelle, les modèles de langage autorégressif, c'est-à-dire pour schématiser, même si c'est pas totalement ça, mais pour schématiser, c'est en gros, tu décides du mot d'après l'un, l'autre, suivant le contexte, etc. Et pas vraiment, c'est pas une histoire de sens en fait, c'est une histoire de probabilité qu'il arrive à ce moment-là, ce mot. Enfin, ce token, plus précisément les tokens après les tokens. Je me dis que tant qu'on restera là-dessus, il y aura une part d'absolu qu'on n'arrivera pas à toucher. Tu sais, c'est un peu dans ma tête, c'est un peu quand je parle un peu de la JI ou de la SI, c'est un peu comme la vitesse de la lumière, tu vois. C'est un truc, ça serait génial qu'on y arrive. Quand on commence à calculer le truc, bah, tu vois les physiciens qui disent ouais, peut-être qu'on pourrait y arriver, mais dans ces cas-là, ça demanderait toute l'énergie de l'univers. Donc ce serait compliqué. Voilà. Et ben il y a un peu un truc, enfin j'ai un peu ce sentiment-là sur ça, et je comprends la manière dont Yann Lequin en parle. Après, moi, il y a un truc qui me fait vraiment réagir là-dessus, sur les LLM, et que je trouve pas mal, justement, si c'est pas mal probabiliste et statistique, c'est qu'ils peuvent introduire un peu de fun, j'ai envie de dire, de te sortir, justement, comme ils sont probabilistes, par moment, ils te sortent des trucs, tu sais La pas, et peut-être que ça va créativité, nous de la faire, chaleur. ouais, et puis peut-être que ça va nous faire sortir notre bulle à un moment donné, c'est-à-dire qu'on est tous dans une bulle, et ça va être de pire en pire peut-être avec les IA, peut-être qu'on en parlera, mais voilà, peut-être qu'il y a un risque en tout cas, et peut-être que d'avoir des modèles probabilistes et statistiques,
Eh ben, peut-être qu'il y a une chance que par moment, tu as quelque chose qui va éclore et qui sera pas prévu. Donc, moi, voilà, Hmm. je pense que c'est une Ouais. pièce à deux médailles, à deux revers, pardon. Oui, à deux revers, d'accord. Donc, oui, tout à fait. Le fait de laisser un peu de place au hasard, ça nous met pas à l'abri d'une bonne surprise, en fait. Ok. Tout à fait. Euh, alors, Olivier, petite question, la question traditionnelle, tu es obligé d'y répondre, c'est est-ce que ChatGPT a passé, et tu peux me dire GPT-3 ou GPT-4, a passé le test de Turing? Oui, ça passe le test de Turing, mais ça ne veut pas dire grand-chose, enfin, en tout cas dans mon esprit. C'est-à-dire que le test de Turing, il est fait pour... En gros, si tu donnes une réponse syntaxique bonne, tu passes le test. C'est comme ça qu'on juge, en fait. Toi et moi, c'est comme ça qu'on juge un texte. C'est-à-dire que si la syntaxe est bonne, tu te dis, ben oui, il y a vraiment quelqu'un derrière. Donc voilà, après, tant qu'on ne sait pas évaluer la performance sémantique, la compréhension du sens que peut avoir un ordinateur, un algorithme, tant qu'on n'arrive pas à le savoir, parce que c'est compliqué de le savoir, ça, c'est pas si simple que ça, ben, on pourra passer tous les tests de Turing qu'on veut, ça veut plus dire grand-chose. Mais oui, 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 pour ChatGPT, c'est assez simple. De toute façon, c'est simple, hein, encore une fois, hein, tu prends les gens qui connaissaient pas du tout, qui étaient pas du tout dans l'IA, tu les prends au 30 novembre ou au 1er décembre au matin, tu les mets dans ChatGPT, ils sont tellement bluffés certains pensent que quelqu'un leur répond. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des D'accord. gens qui m'ont dit, mais non, en fait, c'est des gens à l'autre bout du monde payés $2. Alors, il y en avait à l'autre bout du monde payés $2, mais pas pour te répondre, mais qui te répondaient, tu vois. Pareil pour Midjourney, c'est-à-dire que moi, j'ai entendu des gens dire, au début, Midjourney, ça mettait, tu vois, ça mettait beaucoup plus de temps que maintenant pour créer une image. Et tu as des gens qui disaient, ah non, mais en fait, il y a quelqu'un qui a un modèle de l'autre côté et qui va très, très vite, etc., et qui me le fait en 3 minutes, mais c'est quelqu'un. Voilà. Donc, Mais c'était bluffant. c'est très intéressant ce que tu dis. Et en fait, j'ai vu ça sur Midjourney, j'ai vu ça sur l'application Lensa, sur la génération de photos aussi. Et tu as raison sur ChatGPT. Et en fait, il faut voir en vrai, il y a 20 ans, pour ceux qui s'en souviennent, tu avais des business models qui n'ont pas fonctionné, mais où tu avais des gens comme ça qui étaient censés répondre à la mano, faire les recherches pour les gens, trouver l'information sur Internet, et ça existait. Donc là, ben, en l'espace de 20 ans, si tu as passé 20 ans sur une île déserte et que tu reviens, tu peux te dire, waouh, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de la ligne, de la fibre, et où tu te dis aussi que c'est magique. Donc on est d'accord, en effet, on peut considérer que le test de Turing est passé si on le prend sur ce prisme-là. Ouais, ouais, non, mais Euh, totalement, su- hein. Super, Olivier. Euh, je voulais te demander aussi un petit peu ce que tu pensais des plugins qui sont arrivés donc dans la foulée. Les plugins donc sur ChatGPT. Alors, les plugins, c'est un truc de folie. Mais vraiment, je pense que c'est exactement ce qui Je manquait pense à... qu'au final, comme il y a eu GPT-4, qu'il y a eu plein d'annonces, j'ai l'impression que ça a presque été, tu vois, noyé au niveau de la communication. Mais justement, tu vas me donner ton avis, mais pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est super important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, il se passe trop de choses, hein, en vrai, hein. Je pense que tu es comme moi, tous les jours, voilà, tous les jours, tous les matins, 15 fois par jour, tu as une annonce, tu as un truc, donc il faut faire le tri, etc. Tu as beau entraîner ta petite IA personnelle, eh ben, même avec ça, tu n'arrives pas à bien trier parce que forcément, c'est de la folie. Et oui, les plugins. Alors, les plugins, je pense que pourquoi ça passe un peu inaperçu, enfin, ça n'a pas le retentissement plus que ça. Il y a deux choses, je pense. Il y a effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire que ça arrive au même moment que GPT-4, ça arrive au même moment que d'autres choses, d'autres produits, etc. Et donc, c'est un peu le petit truc que tu mets en plus, voilà, qui est un peu noyé dans la masse. Et puis, c'est toujours en version bêta ou alpha, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, c'est une version qui est bridée, qui est pas pour tout le monde. Donc, ça Moi, reste j'ai pas encore... accès personnellement, hein. Ouais. Toi, tu Bah, les as, moi, j'ai tu les accès. as? Ah, J'ai t'as eu accès. accès. Ah, Ouais, ouais, j'ai eu accès. Il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu accès. très fort, J'ai très pas fort. été dans les Je premiers, sais pas mais comment t'as fait, mais très bien. écoute, je dois avoir une adresse email qui correspond à un certain, je sais pas, un certain degré Alors, bah, d'ancienneté, de trucs, de comme machin. il y a pas grand monde autour de moi qui a accès, raconte-nous alors, raconte-nous.
Écoute, c'est simple, hein, j'utilise mon adresse email de Sciences Po que j'ai depuis début 2021, en fait, pour tous les services comme Hmm. ça. Voilà. Et oui, oui. Et non, je veux dire, raconte-nous les plugins. Est-ce que tu arrives à faire des Ah, choses avec? alors, écoute, j'ai beaucoup utilisé celui de Wolfram, en fait, Ok. voilà, parce que c'est ça qui m'intéressait. En fait, c'est ça que je Sur de la touche. création de C'est-à-dire, sites? non, 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 Wolfram, tu sais, Non, c'est le Wolfram, moteur de c'est... recherche sur, tu sais, Ah, avec Wolfram, toutes les Wolfram Alpha, Wolfram. ouais, bien Ouais, sûr, ouais, le moteur de recherche avec ouais, toutes les formules voilà. mathématiques, Et c'est donc toute la partie data, en fait. rationnelle, Ouais. système expert, ouais, ouais, d'accord. C'est tout ce que tu as fait et c'est aussi bien de la science que de la cartographie, enfin voilà, c'est vraiment. D'accord. Et pour moi, c'était ce qui me manquait réellement à ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT, alors peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin, mais en tout cas, les modèles de langage, pour moi, sous forme de chat, sont une interface entre les humains et la machine, entre la machine et la machine, et entre deux humains. C'est-à-dire que c'est un peu une interface universelle. Et ce qui manquait à ChatGPT, c'est-à-dire que tu as l'interface. Tu as l'interface, tu peux discuter de tout avec ChatGPT, tout en sachant que, attention, il n'est pas à jour sur plein de données, il ne connaît pas tout. Mais comme un humain, hein, tu peux me poser des questions sur le sport, moi je suis nul en sport, hein, donc voilà, je suis incapable de te dire, de te donner les bons trucs, mais en tout cas, voilà. Euh, tu te disais, bon, il y a quand même un doute sur ça. Et puis, c'est surtout que quand tu lui posais des questions précises, très précises sur des faits, quand tu vérifiais après, tu étais quand même assez déçu. Oui, oui, ou sur des, ou, et sur des, et en particulier sur des problèmes de maths. Moi, je l'ai essayé pour le restaurant de ma femme qui avait un besoin d'un devis, tu vois. Bah, il y avait une erreur sur un truc basique et en fait, il multipliait par deux le coût sans raison. Oui. Donc là, ce que tu me dis, c'est que toi, sur les essais que tu as pu faire, par exemple sur Wolfram Alpha, ça peut être, c'est résolu. Ah bah là, en tout cas, tout ce que j'ai pu faire comme calcul basique, etc., il n'y a aucun problème. C'est-à-dire 2 plus 2, tu peux pas lui faire dire que ça fait 5. Même si Mais tu alors, attends, t'enchaînes, mais même si tu lui explique-nous, enchaînes. explique-nous comment tu fais, comment ça se passe dans le parcours client, entre guillemets. Tu dois faire une requête, tu Tu fais une fais, ligne de tu, commande, ça se tu passe fais ton comment? nom, tu fais ton prompt et tu dis que tu utilises tel plugin en faisant ton D'accord. prompt. Voilà. Et après, à charge pour ChatGPT et le plugin de discuter entre eux et de te renvoyer. Voilà. Ce qu'a besoin de ChatGPT, il va le chercher pour plugin. Alors, en vrai, moi, j'ai utilisé que ça. J'ai pas été faire les autres pour plein de raisons pour l'instant. T'as pas encore fait Raisons de tes temps, surtout. courses sur Non, j'ai Instacart. pas encore fait. J'ai pas. Voilà. Et puis, de toute façon, vraiment, mon idée et mon envie, c'était vraiment d'utiliser ça. C'est-à-dire d'utiliser ce truc. Parce que avant, j'avais utilisé la version dans Bing, que j'ai trouvé aussi fantastique parce que c'est ça en fait. Encore une fois, c'est une histoire d'interface homme-machine et d'avoir une interface qui est capable de te donner des informations justes, en tout cas de pouvoir aller les chercher, de pouvoir t'en proposer plusieurs, de pouvoir proposer des sources, etc. Juste avec des questions en langage naturel, c'est assez bluffant. Là, on passe à un autre niveau de bluff. J'ai envie de te dire, Hmm. c'est le deuxième effet. Enfin, tu vois, c'est le deuxième effet de ChatGPT qui prend de l'ampleur parce qu'il est connecté. Alors, il y avait des plugins, enfin, il y avait des add-ons dans Chrome que tu pouvais faire, c'était un peu Sioux, etc. Ça existe hein, pour faire bosser ChatGPT sur le web, mais ça a quand même pas, enfin, ça n'a pas cette dimension un peu raisonnement, Oui. enchaînement de phrases, chain, voilà. Hmm. Ah, parce que et là, donc l'intégration est meilleure, j'imagine, sur le produit. Ok, ouais, très intéressant. Mais donc, toi, en fait, c'est par exemple, si tu te dis, je veux faire des calculs, je veux faire des maths, je veux des données fiables, euh, là, à ce moment-là, en fait, tu passes par le plugin Wolfram. Je vais lui demander, je sais pas, je vais lui demander ben, les chiffres du commerce extérieur du Royaume-Uni en 1988. D'accord. Ok. Voilà. Et il va me faire, et je vais lui dire de les comparer sur les 15 années qui suivent. Tu vois? Et Mhm. là, tu peux te dire, alors il faut quand même vérifier, il faut toujours vérifier, hein, c'est toujours le truc, hein, même quand on clique sur Google, d'ailleurs, un petit conseil à tout le monde, hein, cliquez pas que sur le premier lien, allez sur d'autres liens aussi, hein, parce on parle de l'unicité de la source avec ChatGPT, mais dans Google, en fait, on clique sur les 3 premiers liens. Essayez d'aller un peu plus loin pour voir un petit peu aussi. Mais voilà, en fait, il faut toujours vérifier, mais en tout cas, tu as un niveau de confiance
qui est largement supérieur à ce que tu pouvais avoir au début de ChatGPT qui n'était pas connecté. Mmh. Encore une fois, j'ai pas utilisé le reste, donc je vais pas me prononcer, ou je l'ai utilisé Non, non, très 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 mais peu, écoute, donc voilà. non, non, mais c'est déjà super intéressant. Merci pour ce retour, Olivier. Alors, je voudrais te parler aussi d'un autre sujet, qui est le sujet du moment. On est donc, mi-avril 2023. Donc la tendance, on parle que de ça depuis 2 semaines, c'est AutoGPT, BabyGPT, le développement des agents. Donc là, on a une excitation de dingue là-dessus. C'est pas forcément des produits finis, on est un petit peu dans l'expérimental, c'est pas forcément accessible à tout le monde. AutoGPT, c'est quoi? C'est assigner plusieurs tâches, plusieurs objectifs donc au bot sur lesquels il va travailler jusqu'à leur complétion. C'est chaîner ensemble plusieurs GPT-4 pour collaborer sur des tâches. C'est donner l'accès à Internet et la possibilité d'écriture et de lecture sur des fichiers. Et c'est ajouter de la mémoire pour voir ce qui a été fait. Et donc, on peut s'en servir, par exemple, sur des études de marché qu'on peut lui demander de faire. Et là-dessus, on voit le robot dérouler, procéder sous nos yeux, toujours avec la même approche anthropomorphique, sauf qu'on a l'impression qu'elle est démultipliée dans sa puissance. Et on a vu des exemples aussi avec notamment un open world. Interactive Simulacre of Human Behavior. Donc, on voit des petits bonhommes dans une simulation qui se parlent sur un truc qui est complètement dingue et qui ont des conversations et des actions qui sont quand même bien plus évoluées que celles des Sims. Olivier, qu'est-ce que tu penses de AutoGPT? Qu'est-ce que tu peux décrire aussi pour nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, je vais déjà reprendre la dernière partie de ta question sur Smallville. Je vais l'appeler comme ça. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a déjà une première chose qu'il faut se dire, c'est que oui, il y a un papier scientifique qui est paru dessus. Je ne sais plus, c'est des chercheurs, si je me souviens bien, il y a Stanford et Ouais. d'une autre université, je crois, Google, je ne sais plus. Je Et crois que c'est Stanford relayé, et Google. encouragé par Ouais. Carpathy. Donc, on Voilà. rejoint à nouveau Euh, OpenAI. pour l'instant, il n'y a pas eu de review par les pairs. Donc, il faut aussi être très prudent sur les conclusions qui sont tirées de ce papier. Moi, j'ai une première remarque là-dessus, c'est-à-dire qu'ils mettent ils parlent de beaucoup d'exemples de ce qui est arrivé à ces petits personnages qui sont autonomes, en fait, hein, qui prennent leurs décisions, etc., et qui sont pilotés par GPT, par ChatGPT d'ailleurs, si je bien lu le Mhm. papier. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est donc il y aurait un petit personnage, un petit agent qui aurait décidé le jour de la Saint-Valentin de fêter la Saint-Valentin et d'inviter les autres agents, en tout cas une partie. Et il trouve ça, enfin voilà, beaucoup de gens en parlent en disant c'est fantastique, voilà, etc. Oui, oui, c'est fantastique, c'est bluffant, etc. Faut pas oublier non plus que le modèle de langage a repéré que le 14 février, c'était la Saint-Valentin, que dans tout ce qu'il a pu emmagasiner pendant son apprentissage, GPT a bien vu que, enfin, il y a des références à des fêtes le 14 février, que c'est le Saint-Valentin, que c'est la fête des amoureux, que les gens s'invitent, etc. Donc, il faut voir la part encore une fois, de ce qui est en fait un enchaînement probable et statistique de mots les uns à la suite des autres, d'une réelle part volonté qu'aurait eu un agent de tout seul décider d'inviter les autres agents pour fêter la Saint-Valentin. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime assez bien, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, forcément, il y a quelque chose qui interpelle, mais il faut voir aussi que peut-être que c'est pas si extraordinaire que ça. Voilà. C'est bluffant, encore une fois. C'est très bluffant. Voilà. Après, tout ce qui est agent GPT, Baby AGI, tout ce qui est auto-GPT, tout ça, alors ça, c'est pour moi, c'est pareil, hein, c'est bien pour ça aussi qu'on parle plus des plugins, c'est bien pour ça qu'on parle même quasiment plus de GPT-4, en fait. En vrai, Bien en sûr. tant que tel, tu vois, le multimodal, tu me l'as rappelé au début, ça m'était un peu sorti de la tête, en fait, même si je le sais, tu vois, mais c'est pas quelque chose que j'ai en tête tout le temps. Par contre, oui, effectivement, depuis une grosse semaine, on entend beaucoup parler, oh là là, AutoGPT, etc. Et oui, c'est pareil, c'est bluffant. C'est-à-dire que tu arrives à enchaîner, à faire à faire travailler ensemble, en fait, plusieurs GPT, les Mhm. faire chaîner entre eux, les faire se répondre, les faire cohabiter, les faire
je veux dire, s'aider, s'entraider, se donner des conseils même. Il y en a un qui peut dire non, ce que tu as dit là, c'est pas bien, il faudrait que tu le corriges comme ça, etc. Il y en a un qui va dire Alors, à l'autre, va me faire un script Python, l'autre va me faire un Excel, il renvoie le truc. Ouais, ouais. attention, tu t'es gouré là, il faudrait corriger ça pour que ça soit, etc. Un peu comme on s'en sert nous, en fait. Hein, on demande à peu près la même chose à GPT. Alors, j'arrive pas pour l'instant à déterminer. Donc, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Ça, il n'y a aucun problème. Ça va nous permettre, nous humains, de décupler encore une fois les tâches qui peuvent être confiées à l'IA. Et à ce type d'IA, en tout cas, à l'IA générative et l'IA conversationnelle de type ChatGPT. J'arrive pas à déterminer, pour le moment, en tout cas, dans tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu, la part qui pourrait nous conduire à, on va dire, on va lâcher le mot, on va dire, à l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire Mmh. généraliste. J'arrive pas à déterminer ça parce que on reste quand même dans un cadre à chaque fois très délimité. Il y a plusieurs agents, mais ils ont une grosse tâche commune à faire. Et j'ai envie de comparer ça un peu, tu sais, un peu en Scrum, tu vois, en fait. Tu as cette grosse tâche, tu as une roadmap, tu découpes tes trucs et puis tu les fais un par un, puis tu les assembles à la fin. J'ai un peu l'impression que c'est ça, même si c'est pas totalement ça, encore une fois. Beaucoup de scientifiques me diraient, Olivier, tu te gourres totalement, et c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, voilà, du point de vue usage, utilisateur, du point de vue un peu reculé tu vois, d'un regard qui est pas dedans totalement, qui est un peu dedans mais pas dedans totalement, j'arrive pas à déterminer la part justement de déterminisme que l'humain a mis dedans, en disant tu dois me faire, par exemple, une étude de marché, jusqu'à où ça va, et toute la latitude que tu laisses à tous ces agents qui coopèrent entre eux. Voilà. C'est vrai que c'est difficile à voir à ce stade entre les goals, donc les buts qu'on va fixer, ceux qui vont un peu se fixer, se rewriter, se reformuler, se mettre eux-mêmes. On reste quand même dans les exemples qu'on a vus, dans des environnements de simulation assez restreints. La question que je poserais moi aussi, Olivier, c'est est-ce qu'en fait, tu vois, plusieurs GPT chaînés peuvent être plus puissants et plus fiables qu'un GPT. Enfin, en fait, ça, c'est quand même quelque chose d'assez intriguant. Tu vois. C'est intriguant, et d'un autre côté, ça reste quand même du LLM à la base. Mhm. Et je dis pas qu'ils peuvent pas se corriger entre eux, mais les biais et les problématiques que posent les LLM et la façon dont ils ont, on va dire, même si c'est pas le bon mot, mais modéliser notre monde réel, reste que tu en mets un ou 15. C'est-à-dire qu'il y a un truc, je sais pas si tu avais passé cette étude sur des gens qui ont voulu voir aux États-Unis, donc qui ont étudié en fait les différences qu'il y avait entre les positions politiques qui sont représentées aux États-Unis et les positions politiques que les LLM peuvent ressortir. Mhm. Ils ont aussi bien au niveau politique qu'au niveau sociologique. En fait, tu vois, ils ont fait toute une étude. Et il y a un papier qui est paru. Hein, il y a un papier qui est paru. Je crois que tu dois pouvoir le Ouais. trouver depuis le début de la semaine. C'est pareil, c'est fait par Stanford et voilà. De toute façon, tout est fait par Stanford au final sur ce domaine-là. Et voilà, ils ont étudié. Ils se sont rendus compte de plusieurs choses. C'est que les LLM ne reflètent pas exactement le paysage politique et sociologique qui est aux États-Unis. Et pas là où on le croit. Pas C'est-à-dire que forcément sur le non, wokisme. pas Voilà. forcément. En fait, il reflète plutôt bien des idées qu'on qualifie de woke et d'autres qui sont qualifiées de libertariennes. Hein, je vais prendre les deux extrêmes comme ça. Voilà, c'est des trucs qui ressortent assez bien. Par contre, ils se sont rendus compte que des idées qui étaient représentées beaucoup chez des personnes de plus de 65 ans, ou chez des personnes qui sont veufs ou veuves, même jeunes, en fait, sont absolument pas représentées. Et ça pose des problèmes. C'est-à-dire que tu as beau en mettre 4 d'affilée, il n'arrivera pas à représenter ces idées-là. Et donc, je me dis juste que tu as beau multiplier le nombre d'agents mis, ils pourront un peu se corriger entre eux, mais ils n'arriveront pas à faire une représentation du monde, en tout cas, pas avoir une appréhension du monde tel qu'il est actuellement, en tout Mhm. cas. J'ai Ouais, plutôt donc l'impression que ça.
on voit en fait, on voit ce qui se détache de ça. C'est des IA avec des IA, des agents économiques qui peuvent se parler dans le futur. Euh, mais, euh, mais en effet, il est encore un peu tôt. Sur la question, on arrive peut-être justement sur la question politique. Il y a quand même pas mal de discussions sur les ChatGPT qui, avec aujourd'hui, on parlait de 1,6 milliard d'utilisateurs à ce jour, donc en mi-avril 2023. Donc forcément, quand on a ce nombre d'utilisateurs-là, on se dit que très vite, il peut y avoir des influences sur les élections au niveau politique. Comment est-ce que tu vois ça, Olivier? En fait, que ça soit de l'IA ou pas, notre monde connecté a une influence sur ce qu'on est et ce qu'on fait. On ne va pas rappeler toutes les trucs qu'il y a eu avec Facebook il y a quelques années, Cambridge Analytica, etc. Mais peu importe le moyen, en fait, ça reste de l'humain derrière qui va décider de faire du fake news ou va décider de faire une fausse photo ou de bombarder tel site de tant de messages, etc. On reste quand même dans une dimension qui est humaine, c'est-à-dire que derrière, il y a un humain ou un groupe d'humains qui décide d'influencer les autres humains. Alors, ce que leur donne l'IA et l'IA générative actuelle, c'est d'autres moyens. C'est-à-dire que c'est une nouvelle arme qu'ils ont entre les mains. Ils peuvent produire du contenu qui s'apparente à vraiment du vrai. Voilà, le réel, voilà, c'est super bien fait. Il n'y a pas de faute de français. Enfin, quand on parle en français, voilà, il y a pas syntaxiquement, c'est bon. Les images dans Midjourney, elles sont de plus en plus bluffantes. Il y a encore des petits problèmes, mais on a la version 5, je pense qu'à la version 6 ou la version 7, de l'algo, on verra plus la différence entre une photo et quelque chose fait par Midjourney. C'est clair. Donc voilà. Donc après, on a aussi appris à vivre avec ça. Et puis, il faut pas oublier non plus que, tu vois, alors, je veux pas minimiser le problème, hein, parce que c'est un vrai problème actuel de société, mais qui est là depuis des années pour moi. Et l'IA ne fait que l'amplifier et nous fait un focus dessus. Mais tu peux reprendre toute l'histoire du XXe siècle et tu reprends les grandes dictatures du XXe siècle. Elles ont manipulé les foules par quoi? Par des textes et par des photos. La propagande, ça a toujours existé. Et la propagande politique, c'est quelque chose qui se manie encore même dans nos pays. C'est-à-dire que même sans Internet, en fait, la propagande politique, il y en a partout. Donc, le truc que ça fait actuellement, c'est que oui, tout le monde prend confiance que cet outil est capable de produire à grande échelle, très, 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 très rapidement, quelque chose qui s'apparente à de la vérité. Ça, c'est un vrai truc. Et d'un autre côté, cette prise de conscience-là permet aussi pareil, il y a un verso à ça, c'est que ça permet aussi aux gens de réfléchir et de se dire que la technologie, c'est aussi politique. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai envie de dire, il y a comme, comment je pourrais dire ça? Il y a comme une guerre cognitive. Une guerre qui n'est pas déclarée, hein, on n'est pas en train de se taper dessus, mais comme une guerre cognitive, pardon. Et c'est des gens actuellement, et c'est ça le gros problème pour moi, c'est des gens qui sont en Californie, qui se battent entre eux pour une guerre cognitive, en fait, pour imposer plus ou moins une vision du monde ou une vision des choses que chacun peut défendre. Hein, chacun a le droit à ses opinions, mais voilà, c'est plus ça le problème que, en fait, la puissance et le fait qu'on puisse faire du fake avec tout ça. Ça va arriver, ça arrive déjà, c'est déjà arrivé avant et ça continuera. Oui, oui, ça reste un moyen ou un outil, dans tous les cas, donc très puissant. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Pour l'instant, on n'est pas encore sur l'automatique dont on parlait, l'auto-GPT, sur de l'influence à des fins politiques. Alors, Olivier, j'aimerais qu'on aborde aussi le sujet important qu'il y a eu là. Il y a eu une pétition, tu sais, donc un moratoire proposé, moratoire de 6 mois sur des modèles aux performances supérieures à GPT-4. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et un moratoire proposé par plein de grands chercheurs. La liste est longue, mais il y avait Yoshua Bengio, Elon Musk,
Euh, Après, on ne sait pas exactement au final qui a signé ou pas. Ça n'a pas été vérifié. Pour l'instant, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on en parle beaucoup moins une semaine plus tard. Mais qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu penses de ce moratoire, de cette proposition? Alors, j'en pense que du mal et une chose bien. Alors, je vais commencer par tout le mal que j'en pense. Bon, déjà, rien que sur le fait d'arrêter, vouloir arrêter 6 mois quelque chose, puis que d'un côté, hein, en fait, parce qu'on pense sincèrement que les Chinois, les Indiens et tous les autres pays du monde qui travaillent sur l'IA, toutes les autres sociétés qui seraient pas on va dire du côté occidental, États-Unis, Europe, vont s'arrêter aussi parce que une centaine, milliers de chercheurs disent attention, il faut s'arrêter. Bon, je pense que là, Ouais. on n'est pas dans le monde réel, on n'est pas dans le même monde, Ouais. en tout cas, ça c'est sûr. Donc déjà, il y a ce problème, premier problème là. Le deuxième problème de cette pétition, c'est de laisser croire dès le début que le gros problème actuel, ça serait l'émergence d'une intelligence artificielle supérieure à l'être humain qui, en fait, servirait l'être humain très, très rapidement, qui sera en passe d'asservir l'être humain. Donc, en gros, le syndrome Terminator, hein, ou Matrix, Mm. comme on veut, en fait, le syndrome culturel contre lequel une grande majorité des acteurs de l'IA se bat depuis des années pour faire comprendre que l'IA, non, n'est pas là pour asservir l'homme, et au contraire, est là pour aider les humains, en tout cas dans plein de tâches. Et donc là, pour moi, c'est un vrai problème. De mettre ça en avant, en fait, une fois que tu commences à lire les 2 premiers paragraphes, ça ne parle quasiment que de ça. Et ça me gêne, parce que je pense que c'est pas le premier problème à adresser pour l'instant. Tu vois, on vient de parler des fake news et des problèmes politiques avant. Oui, les problèmes sociétaux que ça engendre, oui. Les problèmes autour de l'emploi, enfin, il y a tellement de choses à s'occuper actuellement avec déjà le niveau d'IA euh, qu'on n'a pas besoin de se faire peur avec ça. Encore une fois, pour moi, c'est pas demain, donc je peux me tromper, hein, je suis pas Madame Irma, je lis pas dans ma boule de cristal, mais on sait jamais. Et puis, il y a surtout un gros problème, c'est Elon Musk, en fait. J'ai vraiment Ouais. un gros problème quand je vois un Elon Musk signer et mettre en avant et être, quand tu lis entre les lignes Ouais. certains papiers d'analystes, etc., ils te disent que c'est lui qui est vraiment à l'origine, en fait, de ce mouvement et de cette lettre. Pour plusieurs raisons. Déjà, Elon Musk, Neuralink, c'est quoi? Enfin, c'est mettre des Ouais. puces dans la tête des gens, c'est pas pire en fait. Je sais pas. Enfin, si on veut mettre une échelle, je sais pas où est-ce qu'on la met. Euh, donc voilà, moi ça me fait un peu peur, ça. Tu vois, ça me fait plus peur d'avoir une puce dans la tête que d'avoir un chat GPT. Hein. Enfin, très, très, très sincèrement. Hein. Euh, Peut-être parce que ça touche au physique et ça touche au cerveau, mais tu vois, là, voilà. Deuxièmement, il y a une rivalité économique non feinte entre Elon Musk et OpenAI depuis qu'il est parti. Hein. Bah ouais, ils ont réussi à sortir quelque chose avant toi, Elon. Ah ouais, ça arrive. Et d'ailleurs, pour preuve, hein, Elon qui voulait arrêter, enfin qui demandait ce moratoire, a quand même fait acheter, je sais plus combien, 10 000 GPU, je crois, 10 hier 000? par Twitter. 10 000 ou 100 000, je sais plus. Enfin bon, c'est un chiffre, 10 000 voilà, il va. GPU à 15 Ouais, 000 $, 15 000 le GPU, ouais, avec Twitter sur le projet d'application IAX.com. ouais. Mais, Je- non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est Elon Musk. Moi, je suis un grand fan d'Elon Musk à la base, mais en vrai, il n'a jamais respecté les règles, il n'a jamais attendu des moratoires, qu'il y ait du recul, que ce soit sur Neuralink ou SpaceX. Et d'ailleurs, enfin, je pense que ça lui a permis d'aller très vite et de voir beaucoup de progrès. Et là, d'un coup, en fait, sur quelque chose sur lequel on le voit un petit peu déclassé, dépassé ou un tout petit peu en retard, en effet, il pousse en avant. Ça fait penser un petit peu à un comportement de mauvais perdant ou surtout juste à une stratégie de quelqu'un qui essaye de rattraper le retard, quoi. Ouais, c'est juste ça. Et donc ça, c'est la stratégie, je veux dire, c'est le côté un peu commercial. Et puis il y a un côté, je pense qu'il y a aussi un côté un peu revanchard entre les deux, entre Sam Altman et Elon Musk, qui sont pas a priori pas quittés en super termes. Et voilà, et ils défendent, encore une fois, je suis désolé, mais je reviens un peu sur la politique aussi, c'est qu'ils défendent tous les deux des idées du monde qui sont opposées. En tout cas, c'est un peu les deux, pas les deux extrêmes, en tout cas, c'est un peu les deux bords qui sont représentés aux États-Unis en ce moment. Des gens un peu de gauche, un peu wokistes, Mhm. etc., même s'ils tombent pas totalement dedans. Et puis des gens qui sont un peu plus, qui sont républicains, qui sont pas non plus des libertariens convaincus, mais qui, voilà. Et c'est les deux visions qui s'affrontent dans tous les domaines. Et elles s'affrontent aussi sur l'IA actuellement, et on en voit les effets. Et quand j'ai vu
vraiment, quand j'ai vu cette lettre, quand j'ai vu que c'était Elon Musk qui en était, je me suis dit, mais en fait, mais arrêtez tout, en fait. La signez pas. Ouais, Alors ouais, maintenant, ouais, je vais quand même te donner le petit truc que j'aime bien dans cette lettre, si tu me permets. En bien fait, le petit sûr. truc, c'est que oui, ça a forcé les gens à réfléchir et à se dire, on est en train d'aller super vite. Euh, Il n'y a aucune régulation de rien. Il faut penser aux choses parce qu'on ne sait pas, on n'anticipe aucun des effets que ça peut avoir sur notre société. Et c'est compliqué. Et on ne peut pas lâcher ce genre d'outils comme ça dans la nature, comme ça, sans qu'il y ait au moins un minimum de régulation au niveau des États pour dire, bah, en gros, ça on peut faire, ça on peut pas faire, ça on peut faire à moitié et attention, etc. Je pense que vraiment, hein, depuis la sortie de ChatGPT, il y a une telle explosion de tout que au moins cette lettre a ce mérite-là, de mettre le focus là-dessus et de faire réagir un peu les politiques. Mmh. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que ton analyse est très bonne, mais donc ça demande en fait d'avoir vraiment une lecture particulière, une lecture du dessous des cartes, de comprendre les enjeux, de comprendre les intentions des différents acteurs, signataires des GAFAM, et derrière après avec quelque chose d'évident qui est un besoin de régulation. Mais au final, quand on regarde bien la lettre, c'était un commentaire que faisait Eman Mostak de Stability. En fait, la lettre, ce qui est demandé, c'est très très proche du mémo et de la thèse un peu de OpenAI sur la manière dont ils veulent euh, avoir de la régulation et présenter les choses. En fait, d'une certaine manière, c'est ce qu'ils attendaient. Hein. Ça correspond à ça. Mais on est tout à fait d'accord. Mais encore une fois, les deux gros problèmes de cette lettre, c'est de dire que on est sous un péril de l'IA généraliste ou de l'IA supérieure qui va nous asservir, et Elon Musk. Tu retires ces Ouais. deux choses de ce moratoire, en fait, je pense qu'il n'aurait pas du tout été reçu de la même manière. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être, ça aurait peut-être eu moins de retentissement dans les médias parce que le jour où le moratoire est sorti, comme en France, tu regardes tous les médias généralistes, même Elon Musk signe cette Ouais. lettre pour arrêter. Enfin, personne n'a été cherché, enfin, à part quelques-uns hein, non plus, mais la grande partie des médias et de ceux qui ont relayé cette information n'ont été cherchés. En fait, le pourquoi lui demanderait à ce que de l'IA, enfin, on fasse un moratoire sur le développement de l'IA, ce qui paraît fou à la base. Hein. Elon Musk, il demande un moratoire sur le développement de l'IA. Enfin, rien que ça, moi, si on Mmh. m'aurait dit ça il y a quelques mois, j'aurais été, enfin, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Voilà, personne n'a été là et du coup, on en aurait moins parlé, mais peut-être que ça aurait été mieux reçu dans la communauté des scientifiques, en fait. Si tu regardes bien aussi ceux qui ont en tout cas, ceux qui sont assez connus et qui ont communiqué sur le fait qu'ils avaient signé, parce qu'il y en a plein qui disent non, c'est pas moi, non, je l'ai pas fait, ou qui communiquent pas du tout. Quand tu regardes bien quand même ceux qui en parlent et qui disent oui, je l'ai signé pour telle ou telle raison, ils ont tous un parcours, en tout cas la plupart ont un parcours qui encore une fois est un parcours aussi un peu politique, c'est-à-dire qu'ils ont une vision derrière du monde. Alors il y a les long-termistes, mais pas que. Il y a aussi d'autres gens qui ont une vision du monde qui se rapproche, oui, d'une vision du monde que défend Elon Musk et les gens proches de lui. Donc, tu n'as pas, à ma connaissance, tu n'as pas de gens qui ont travaillé depuis 20 ans ou 30 ans dans l'IA, qui ont fait d'énormes recherches et qui ont fait avancer l'IA, qui ont signé cette chose. Mmh. Donc, voilà. Je Très bien. Je voudrais avoir ta vision, Olivier, sur, peut-être le côté black box, d'OpenAI. Emad Mostak, encore une fois, te dit: «Not your weight, not your model». Si c'est pas tes poids, c'est pas ton modèle. Donc, comment est-ce que tu vois ce côté, boîte noire d'OpenAI, cette opacité, vis-à-vis de l'open source? Et par exemple de ce que, Stability peut présenter, sachant que bon, ben, on peut imaginer qu'il y a un besoin de régulation et l'open source de Stability est pas non plus parfait. C'est compliqué. Alors, j'en pense pas du bien, mais c'est compliqué d'en dire beaucoup de mal. Alors, en tout cas pour moi, pour différentes raisons. Mais la première, c'est que OpenAI, ils sont quand même un peu en avance par rapport aux autres.
Et tu peux te dire pourquoi ils mettraient tout en open. Il y a un moment, on vit tous dans un monde, ou alors on change de monde et on change l'économie du monde, mais il faut aussi se dire ça, c'est-à-dire que euh, s'ils veulent continuer à être sur le devant et continuer à innover, il faut aussi qu'ils engrangent un peu enfin, dire les fruits de ce qu'ils ont fait ces dernières années. Et en open, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que tu peux très vite te retrouver, je ne vais pas dire piller, mais en tout cas, de pas avoir, de pas rencontrer, de pas retrouver des fruits que tu aurais pu en avoir. Après, il y a un réel problème de boîte noire parce que ça touche tout le monde et que ça touche à des problèmes sociétaux. Encore une fois, on est en train de le monde occidental de col blanc. Alors attention, je parle bien de mon point de vue, de monde occidental de col blanc. Parce qu'il y a plein de parties du monde qui s'en tapent totalement de tout ça. On peut aller en Afrique, on peut aller, voilà, etc. Il y a plein de pays qui sont en dehors de tout ça et où une population cherche plutôt à manger plutôt que à philosopher sur ce genre de choses. Mais en tout cas, le monde des cols blancs dans notre partie occidentale va être totalement impacté par ça. C'est-à-dire qu'on est tous en train de changer de métier d'une manière voulue ou pas. Il y a des choses qu'on fait, toi et moi, qui seront automatisées très très rapidement. Il y en a déjà qui sont automatisées. Et parce qu'on n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est des tâches cognitives, mais qui sont facilement automatisables, facilement reproductible par la machine et avec un bon niveau de fiabilité. C'est-à-dire que là, on dépasse les 99,999. Donc, voilà, tu peux te dire. Et la vraie question dans tout ça, c'est de se dire, mais pourquoi on fait encore des tâches qui peuvent être automatisées par un algorithme qui n'a pas d'âme, en fait? La vraie question, elle est là, c'est pourquoi on continue à faire Et cette question, moi, j'ai pas la réponse, mais elle peut être multiple. Hein. Elle peut être parce qu'on veut pas avoir de problèmes sociaux, parce que on veut garder la place de l'homme, parce que il y a plein de réponses à ça, mais la vraie question, elle est là. Pourquoi on continue à faire certaines choses alors qu'elles sont depuis un petit moment automatisables et les algorithmes savent très bien remplacer l'homme sur ces tâches-là. Ok, donc toi tu penses qu'il va y avoir qu'il y a un impact, qu'il va y avoir un impact très important sur l'emploi à court terme? Alors, sur l'emploi, en tout cas, sur les tâches qui sont dans les métiers. Hmm. L'emploi, tu sais, quand tu reprends l'emploi, il y a déjà eu des vagues d'automatisation. Des choses qui sont arrivées. Je vais reprendre un exemple que j'avais pris pendant l'écriture de mon mémoire, qui était celui des secrétaires. Alors, c'était principalement des femmes, hein, désolé, mais c'était comme ça, mais dans les années 60, 70 et jusqu'au milieu des années 80, avant l'arrivée de la micro-informatique et du traitement de texte. T'allais dans une banque, dans les bureaux principaux des banques ou des assurances, t'avais des plateaux entiers de femmes qui étaient là, qu'on appelait des secrétaires, qui étaient toutes derrière leur machine à écrire, à taper toute la journée, tout ce qu'on leur donnait, du courrier, des trucs, etc. Tout ça, ça a disparu très très vite avec la micro-informatique. Ces gens-là n'ont pas disparu. Ces femmes, elles ont trouvé du travail soit ailleurs, soit on les a fait devenir des assistantes. Voilà, c'est ce qu'on a appelé des assistants et des assistantes. Du coup, le boulot, t'as vu, hein, c'est aussi masculinisé, c'est-à-dire que c'était plus que des assistantes, il y avait aussi des assistants à ce moment-là, alors qu'avant, il y avait que des secrétaires femmes. Et à ce moment-là, voilà, ils ont fait autre chose, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas que taper le courrier du patron, ou voilà, ils faisaient autre chose, ils prenaient les rendez-vous, ils organisaient des choses, enfin voilà, toutes les tâches que font les assistants et les assistantes. Euh, donc je pense que c'est un peu comme ça, avec aussi, faut pas se leurrer non plus, ce qui s'est passé aussi dans les années 70, 80, 90 pour les cols bleus, hein, où en gros dans l'industrie on a fait de l'automatisation et de la robotisation et on a supprimé des emplois à tour de bras. C'est-à-dire que notre industrie, en tout cas dans nos pays occidentaux, a disparu à ce moment-là. Pas l'industrie Avec en un tant que telle, passage mais de l'industrie au service, quoi. Enfin, tout à voilà, fait. mais les industries qui restent sont automatisées, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus, en tout cas par rapport à ce qu'il y avait dans les années 70, pour faire un produit manufacturier, il faut pratiquement plus de tâches humaines par rapport aux années 70.
Attention, c'est encore pas totalement, cette automatisation, elle n'est pas totalement faite, par exemple en Chine, hein. Il y a beaucoup d'usines qui fonctionnent encore avec beaucoup de Bien main-d'œuvre. sûr. Donc ça veut dire que voilà, il y a encore des endroits où ça peut être encore plus automatisé. Mais ces cols bleus-là, effectivement, ces emplois de col bleu ont disparu. Avec l'école blanc de l'époque, et je me mets dedans, hein, je me mets aussi dedans, c'est-à-dire que nous, on disait au col bleu, bah, écoute, désolé, hein, mais c'est l'avenir, hein, c'est le progrès, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc forcément, on va avoir aussi un retour sur ça, c'est-à-dire que nous, col blanc, on va avoir des métiers qui vont tellement changer qu'on n'aura peut-être pas besoin d'avoir 15 personnes pour faire ces tâches-là, mais plus que 2. Donc oui, des emplois vont disparaître. Mais ça ne veut pas dire que d'autres emplois ne vont pas se créer. L'informatique est arrivée et ça a créé des millions d'emplois. D'ailleurs, regarde, dans le monde actuellement, c'est un des domaines où il y a le plus d'emplois. Ça n'a pas tué Donc tout. une industrialisation des métiers du col blanc, une industrialisation, une automatisation des métiers du service. Oui, de plus en plus des développeurs de plus en plus efficaces. La question, c'est est-ce qu'on va avoir besoin encore plus de code ou est-ce que ce code, bah, il va être généré aussi à un moment par la machine? Je pense que le code, à terme, il va être généré par la machine, en tout cas une grosse partie. Il y aura toujours du code qui sera généré par l'homme, il faudra toujours de l'homme pour vérifier le code. Faut pas se... Hmm. Enfin voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. L'homme va pas totalement disparaître, mais oui, il faut bien se dire que il y a une partie du code, une partie des tâches qui sont faites par les développeurs actuellement qui vont être, oui, qui vont être totalement automatisées et qui vont être automatisées encore plus simplement qu'on a une interface en langage naturel. C'est-à-dire que toi et moi, si on ne sait pas faire de ligne de code, c'est pas grave. Tu parleras en langage naturel, je veux une application qui fait ci, qui fait ça, qui est comme ça, qui est comme ci. Bah voilà, hein, tu sais, c'est un peu les exemples qu'on a avec ChatGPT actuellement, où les gens font faire des JS de Space Invaders ou etc. Tu vois, ils le font faire. Voilà, ils savent pas faire une ligne de code, ils savent même pas ce que c'est qu'un JavaScript. Ils ont juste vu qu'il y avait un exemple qu'on pouvait demander à ChatGPT de le faire, et ils se font leur petit Space Invaders. Voilà. Voilà. Après, par contre, quand ça foire, quand il y a un bug, quand ça bloque, ils savent pas le réparer. Ça, ils Hmm. savent pas dire Ouais. si le code est bon ou pas. Voilà. Ah, bon, on est sur une évolution, une révolution du no-code. On va beaucoup plus loin. Et là-dessus, on peut imaginer ouais, que d'ici quelques années, il y aura plus de développeurs, à part peut-être sur bah, un petit peu d'expertise pour dépanner des choses, ce que tu dis. OK. Olivier, j'aimerais te poser une question aussi. Est-ce que tu imagines, que les LLM aujourd'hui vont nous conduire à des grandes découvertes scientifiques, par exemple? Est-ce que tu vois ça? Je suis pas très bon en prospective ni en futurisme. Euh, je, bon, on a vu il y a quelques mois tout ce qui était autour des protéines, etc., qui avait été Mmh. calculé. Voilà, on avait fait le tour grâce à un LLM. Je sais plus lequel d'ailleurs, mais je crois que c'est celui de Meta. Mmh. Si je dis pas de bêtises, c'était un LLM de Meta, mais enfin, à vérifier. Mais voilà, ils étaient très fiers d'avoir pu calculer toutes les protéines et toutes les liaisons possibles entre les molécules, etc. C'était un grand truc. Donc je me dis oui, forcément, il va y avoir des découvertes. Quand tu vois les progrès qu'il y a en médecine avec de l'IA, c'est assez bluffant. Enfin, euh, quand tu vois comment maintenant une IA arrive à détecter une tumeur dans le cancer, pour le cancer des seins des femmes avec un taux qui est mais 3, 4, 5 fois plus supérieur à celui du meilleur des meilleurs des radiologues du monde, tu te dis oui, forcément, il va émerger quelque chose et forcément, euh, il va y avoir un déclic qui fait que on va reconnaître que c'est une avancée scientifique. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'homme. Hein. C'est-à-dire que déjà, pour reconnaître que c'est une avancée scientifique, il faut qu'il y ait un regard extérieur. Il faut donc qu'il y aurait un homme, des humains, qui vont dire ah bah oui, ça c'est une vraie découverte. L'IA va pas te dire j'ai découvert ça. Enfin, je ne pense pas. Je vois mal une IA nous dire ça. En tout cas, pas les. Euh, voilà, je pense qu'il y aura toujours OK. des humains qui vont à un moment donné dire oui, là, ce que vient de nous sortir l'IA, ce LLM, etc., oui, c'est une avancée scientifique ou technique.
Après, te dire Mmh. exactement, moi, j'ai pas vraiment de vision sur ce que ça peut Non, faire. non, mais Ouais. ça fait déjà pas mal de cas. Autre question, mais c'est pour avoir juste ton feeling. Est-ce que tu vois cette IA dont on parle, aller rapidement s'incarner, tu vois, par exemple dans la robotique? Et est-ce que tu penses que c'est un enjeu important? C'est un vrai enjeu, parce que quand tu vois l'anthropomorphisme qu'on met déjà sur un chat GPT qui est juste, des mots qui s'affichent les uns après les autres sur un écran, tu te dis que là, si tu mets un chat GPT dans un corps, humanoïde ou pire encore, un corps qui ressemble vraiment, synthétiquement à un être humain, on va au-devant de sacrés problèmes. C'est-à-dire que Mmh. de reconnaissance de l'autre, en fait. Hem Faut bien se dire que si je te parle et que je te reconnais comme un humain, c'est parce que je pense que toi aussi, tu as une petite voix, une conscience intérieure et que cette conscience, elle est extériorisée par ton comportement, tes paroles, ton corps, le fait que tu as une gestuelle, que tu as des regards, et cetera. Alors, si on arrive à imiter ça à la quasi-perfection, on sera incapable de déceler le vrai du faux. Parce que encore une fois, en vrai, je suis pas dans ta tête, tu es pas dans la mienne, hein. Donc tu ne sais pas si j'ai vraiment cette petite voix intérieure, qui me permet de raisonner, qui est ma conscience, qui voilà. Je ne sais pas non plus pour toi, en fait. Oui, Mais je comme me l'a présuppose, parce dit, que tu es un être humain. Si demain je n'arrive plus à reconnaître l'être humain de l'humanoïde ou de l'androïde, on va sur une autre dimension, une autre perspective et là on tombe vraiment dans la science-fiction totale. Voilà. comme me l'a dit Stéphane Mallard, très récemment, la seule chose qu'on rencontre dans sa vie, c'est son propre système nerveux. Ouais, voilà. Non, non, mais Heu, OK, super. Olivier, je te pose quand même la question, même si on n'est pas sur la prospective. Est-ce que une timeline pour, l'AGI ou pour l'ASI? alors on va commencer par l'AGI, donc on va dire l'IA généraliste. Alors je pense qu'on arrivera, assez vite à des systèmes, ben, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure grâce à AutoGPT et cetera, à des systèmes d'agents qui seront assez, assez coopératifs entre eux pour arriver à une forme, en tout cas, pas totalement parfaite, mais en tout cas assez généraliste. Il restera En tout cas, je pense, il restera quand même un pan, ça sera jamais parfait. C'est-à-dire on n'arrivera pas à avoir quelque chose qui est comme un être humain ou comme les animaux, c'est-à-dire qui arrive à s'adapter à des situations totalement inattendues. D'accord. N'oublions pas que tous ces On sait que systèmes qui sont le problème ce sera pas que ChatGPT soit créatif, ou Midjourney, ils sont très créatifs. On sait que ChatGPT connaisse l'humain. ChatGPT peut être un excellent psy, et il y a plein de personnes qui s'en servent comme ça. Ce que tu dis, oui, c'est autre chose en fait. C'est cette compréhension, du monde, quoi. Et c'est une compréhension quasi instinctive. C'est-à-dire que notre intelligence, elle n'est pas que computationnelle. Elle n'est pas que, c'est pas qu'une suite de neurones qui se renvoient, des signaux, déjà, il y a pas que les neurones, il y a aussi tout ce qui est moelle épinière et puis on a aussi nos intestins, hein, il y a des neurones dans nos intestins aussi et on a une vraie appréhension du monde. Même si la machine, avec le computer vision, je veux dire le toucher qu'elle va peut-être avoir, l'odeur et encore l'odeur, je pense que c'est très, très particulier. On va avoir beaucoup de mal à imiter, les nez des humains et des animaux. Mais, même si elle arrive à ça, notre intelligence est le fruit d'une évolution sur des milliards d'années, sur des millions d'années, pardon, sur des millions d'années et c'est le fruit d'une évolution dans un environnement où, constamment l'être humain s'est adapté à des situations qui n'étaient pas prévues, en fait. Des nouvelles situations et voilà, dans notre monde moderne, c'est un peu moins prégnant, c'est un peu moins présent, mais l'homme préhistorique devait s'adapter en permanence, parce qu'il était attaqué, parce qu'il avait froid, parce qu'il faisait beau, parce que enfin voilà, il était en permanence et sa seule quête, c'était de trouver assez à manger pour pouvoir survivre certainement et cette intelligence s'est développée comme ça au fur et à mesure et après il y a eu les outils et cetera, le feu, enfin voilà, on peut remonter tout le truc et
Le vrai problème des IA, encore une fois, c'est un problème des LLM, hein, c'est-à-dire que, ils sont entraînés avec une masse de données déjà existantes et même si on peut dire qu'ils peuvent être créatifs dans la forme, dans le fond, ça reste il y a un problème de créativité. La créativité, et je ne parle pas qu'une créativité artistique, hein, je parle bien de la créativité intellectuelle, de pouvoir répondre à un moment donné à une situation inattendue ou à un fait inattendu. Un stimuli qui arrive comme ça, tu sais pas ce que, voilà. Un être humain aura des réactions. Je suis pas certain que des IA, même les plus évoluées qu'on ait actuellement, en soient capables. Et donc, je pense que pour la GI, il restera toujours un petit gap. Par contre, ça va nous rendre énormément de services. C'est-à-dire on va déléguer énormément de tâches, comme je disais tout à l'heure, de tâches qui sont cognitives, qui sont, mais qui sont automatisables. C'est-à-dire que c'est de la cognition qu'on ne devrait même plus avoir à faire. Et Hmm. quand je vais dire ça, alors là, je vais effrayer beaucoup de gens, hein, et beaucoup de gens vont me dire: «Mais t'es fou, faut pas dire ça». Parce qu'en fait, ça fait partie de l'apprentissage aussi, toutes ces tâches. Mais on apprendra autrement peut-être. On aura une autre vision Hmm. du monde, on aura une autre vision du savoir, on aura une autre vision de comment se comporter avec les éléments, avec les animaux, avec, enfin, voilà, tout ça. Je pars assez loin là, mais voilà, je pense que voilà, l'AGI, on arrivera à automatiser beaucoup de choses, mais il y aura toujours un petit gap, il faudra toujours que l'être humain soit là. Là, ici, pour moi, c'est quelque chose qui est, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui est quasiment inatteignable. C'est-à-dire Ouais. une intelligence qui serait supérieure. Encore une fois, je C'est fais le parallèle avec la c'est vitesse la de la vitesse de la lumière. lumière. C'est la vitesse de la lumière. C'est peut-être un but pour certains. On peut l'espérer, on peut en faire des bouquins, on peut en faire des thèses, on peut en faire ce qu'on veut. Je pense que alors là, c'est voilà. Et là, C'est la vitesse de la lumière, c'est quasiment donc une notion d'infini, quoi, et donc un peu quelque chose mmh. qui nous dépasse, quoi. Enfin, Totalement. Et encore, et il y a quand même un modèle, enfin, il y a quand même un truc qui nous différencie aussi de toutes ces IA, hein, les êtres humains et les animaux. C'est-à-dire que une IA, elle est toujours, une fois qu'elle a appris et que tu lui donnes un prompt, par exemple, elle va repasser ce prompt dans tout ce qu'elle a appris, hein. Nous, on oublie, hein. L'IA ouais. n'oublie pas encore, hein. Et ça, c'est un vrai challenge pour l'IA. C'est-à-dire que l'IA peut-être deviendra humaine le jour où elle oubliera, en tout cas sera un peu plus humaine, se rapprochera un peu plus de l'humain, le jour où elle oubliera aussi certains pans de ce qu'elle a appris. Que ça Mmh. deviendra, voilà, que ça deviendra même pas inconscient. C'est-à-dire que c'est des choses que tu oublies au fur et à mesure de ta vie, que tu pourrais apprendre, hein, et que tu vas dire: «Ah oui, j'avais appris ça quand j'étais petit». Heu, mais voilà, l'IA, à chaque fois que tu la fais travailler, elle repasse tout ça on va dire dans son réseau de neurones, et c'est toujours la même chose, en fait. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs au début, plein de gens se sont fait avoir avec ChatGPT, hein, on va dire les Ouais. étudiants qui faisaient tous le même devoir. Tu poses la même question, tu as la même réponse, hein, si tu la mets pas en contexte, si tu la mets pas, c'est exactement ce problème-là, en fait, mais à plus grande échelle. Mmh. Très bien. Olivier, dernière question. Est-ce que tu as un livre et un film de science-fiction à nous recommander? Bah, écoute, ça va être Blade Runner, ça va être, est-ce que les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Je Mmh. crois, c'est comme ça que ça Ouais, tout à la fait. nouvelle de Philippe Cadic, elle est traduite en Ouais. français. Bah, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, de l'androïde à visage humain, tellement humain que tu n'arrives plus à faire la différence. Ça pose tellement de problèmes, les androïdes dans Blade Runner, alors dans la version papier en tout cas, bah, voilà, ils ont pas tellement de sentiments, en fait. Ils en ont pas du tout même. C'est bien ce qui les différencie des humains. Et d'ailleurs, on apprend aussi que voilà que le Blade Runner n'est pas un humain aussi. Il le savait même pas. Donc voilà, ça pose énormément de questions, et je crois que justement sur cette thématique de une fois, si jamais on arrive à faire une IA assez forte pour être assez bluffante et qu'on lui donne l'apparence humaine, qu'est-ce qui se passe et comment on va vivre ça? Je pense qu'on vivra ça très, très mal, en vrai. Mmh. Je pense qu'on vivrait ça très, très mal et qu'il faudrait un système, de toute façon, je pense qu'il y aura une régulation à ce moment-là. Je le verrai certainement pas de mon vivant, mais il y aura une régulation à ce moment-là pour qu'il y ait une différence entre les humains et les humanoïdes, je veux dire. Alors là, c'est la question des droits, en fait, pour ces intelligences artificielles, pour ces humanoïdes, qui va peut-être se poser, assez rapidement et peut-être même avant une forme, d'incarnation, quoi.
Oui, des droits et des À devoirs. partir du moment où on parle d'agents, en fait, Oui, oui, des droits et ils des vont avoir devoirs. des C'est-à-dire droits et des qu'ils devoirs. ils sont aussi, ils vont avoir des droits, mais il faut aussi qu'ils rendent compte. C'est-à-dire que si tu dis qu'une IA est assez forte pour être généraliste, voire supérieure, eh ben, elle doit être responsable de ses actes, comme nous. Mmh. Comme nous humains, puisque Ouais. elle serait à notre image. Et nous, on est responsable de nos actes devant la société, devant notre famille, devant nos pères, devant. Et donc, dans ces cas-là, cette IA devrait aussi être responsable de ses actes devant la société. Bah, ça, c'est Si un on va cadre, jusque-là. intéressant. Ça, c'est une discussion, sur l'éthique là que je trouve très intéressante parce que ça veut dire que, bah, au niveau AGI, il faut avoir, ses droits et ses devoirs, et cette constitution, heu, dont on parle déjà là un petit peu avec, Anthropique, en tout cas dans l'esprit, Mm. mais, pour cette intelligence artificielle. Super Olivier, merci beaucoup, c'était passionnant, Mm. Merci à toi. C'était vraiment très bien. et je te dis à très bientôt parce qu'on échangera forcément à nouveau sur, Ça ces marche. sujets. Voilà. Ça marche. Merci Avec Olivier. plaisir. Ciao. À bientôt, Nicolas.